Bonjour à tous. Est-il possible de faire quelque chose de plus cohérent sur YouTube que de commencer un vlog dans une salle de bain? Ce procédé a pour but de vous montrer que nous rentrons dans l'intime et que dans cette vidéo, je vais vous emmener un peu dans mon quotidien. En fait, il se trouve que je travaille en ce moment sur des choses soit qui prennent beaucoup de temps, et donc sur des vidéos par exemple qui nécessitent pas mal d'écriture, soit des projets littéraires mais qui sont pas directement en lien avec la chaîne. Bref, en fait en ce moment je travaille sur des choses qui font que je ne peux pas trop poster sur YouTube, et donc je me suis dit pourquoi pas refaire du YouTube un peu à l'ancienne et donc faire un petit vlog pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble ma vie. Et je sais que moi, en tant que vieweuse, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Là, on est mardi 2 septembre et en fait, hier, c'était lundi 1er septembre. Et donc, c'est une date qui vraiment invite à une sorte de renouveau, d'esprit de rentrée. Et la personne avec qui je vis m'a dit hier, aujourd'hui commence le Get Your Shit Together September. Donc voilà, je pense qu'on va partir là-dessus. Là, je mets juste un peu de mascara et on va être parti pour la journée. Alors je vous fais juste un petit point sur la DA de ce vlog. Cette semaine j'ai pas mal d'administratif et de bureautique à faire. Yes! Mais c'est aussi une semaine un peu spéciale où je vais vraiment avoir à cœur de me dégager du temps. Et ce pour deux choses. La première, c'est que dans 2 jours sort un jeu vidéo que j'attends avec beaucoup d'impatience, mais ça, j'imagine que ça vous intéresse pas forcément de ouf. Donc la deuxième chose, surtout pour laquelle je dois me dégager du temps, et je pense que c'est surtout ce qui va nous intéresser ici, c'est la rentrée littéraire. Alors jusqu'ici, je vais pas vous mentir, j'en avais un peu rien à saquer de la rentrée littéraire. C'était vraiment un truc qui me passait au-dessus parce que déjà je percevais ça, et je perçois quand même toujours un petit peu ça, en grande partie en tout cas comme une célébration de la littérature assez bourgeoise qui s'inscrit dans un contexte de surproduction et qui en fait reflète plein de choses du paysage éditorial français avec lesquels je me sens en profond désaccord. Mais aussi et surtout, et de manière très prosaïque, il y avait dans mon hostilité avec la rentrée littéraire tout simplement la question du budget. Et en fait, c'est si cher à la rentrée littéraire. Vraiment, pour moi, sortent des livres très onéreux, certains qui sont très médiatisés alors qu'ils sont extrêmement décevants, ou alors qui font seulement 80 pages. Qui a le budget pour ça? Donc puisqu'on parle de ça, je pense que c'est le bon moment pour que Margorito Sponso vous parle du partenaire de cette vidéo, Recyclivre. Recyclivre, c'est un site de revente de livres d'occasion, et oui, j'ai un code promo pour vous. Ici, Margorito Sponso, je suis très contente de refaire ce partenariat parce que Recyclivre, c'est un site que j'utilise en fait depuis des années. Il y a littéralement plein de livres de ma bibli qui viennent de chez eux. Donc comme vous l'aurez compris, Recyclivre, c'est une excellente plateforme pour acheter des livres moins chers. Ils ont un catalogue extrêmement fourni et il y a même une catégorie rentrée littéraire dans laquelle vous pouvez trouver des livres de cette rentrée mais aussi des précédentes. Il y a également une sélection des précédents livres de plein d'auteuristes de la rentrée littéraire. Bref, il y a de quoi se faire plaisir pour un peu moins cher qu'en achetant tout en neuf. Une option du site que j'adore aussi et que je trouve hyper pratique, c'est que si jamais il y a un livre qui vous intéresse mais qui n'est pas encore dispo, vous pouvez juste mettre une alerte et être prévenu dès qu'un exemplaire d'occasion sera dispo. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir pour cette rentrée, si vous voulez vous faire une petite pile à lire d'automne, d'Halloween ou de ce que vous voulez, Recyclivre et moi, on vous offre moins 20% sur votre commande avec le code Margorito. Attention, le code n'est valable que jusqu'au 12 octobre 2025, donc ne tardez pas trop à l'utiliser parce que moins 20% sur de l'occasion, ça vaut quand même le coup.
Un grand merci à Recyclivre d'être mon partenaire récurrent et de soutenir cette chaîne. Tous les liens et toutes les infos sont dans la description. Pour en revenir à ce vlog, quelque chose qui a changé pour moi cette année vis-à-vis de la rentrée littéraire, c'est que j'ai capté que c'est aussi une opportunité pour les maisons d'édition indépendantes. En fait, j'en ai pas mal parlé sur Instagram, mais aussi dans mes lives du dimanche, parce que oui, au passage, si vous ne le savez pas, tous les dimanches, enfin quasiment tous les dimanches, à 18h, je suis en live sur cette chaîne. Et bref, pendant ces lives du dimanche soir, mais aussi sur Instagram, je parle de plus en plus d'éditions indépendantes et de à quel point ça me paraît super important de soutenir la diversité éditoriale, on pourrait dire. Et donc, dernièrement, j'ai commencé à recevoir beaucoup de livres de la part d'indés. Et donc, cette semaine, j'ai vraiment trop envie de prendre le temps de me plonger dedans et sûrement prendre un peu de temps pour sacraliser des moments autour de la lecture, par exemple en allant me poser dans un parc ou à la médiathèque. Donc voilà, là, je dois faire encore un peu d'administratif, mais après, on va essayer de faire ça. Ok. Oup. Je viens d'aller relever et déposer du courrier. Il y a un peu des travaux autour de chez moi, donc j'espère que le son sera pas trop... J'espère que le son sera cool quand même. Buster vous tourne le dos, il vous snob un peu. Je viens d'aller déposer du courrier et j'ai reçu un petit colis, donc on va l'ouvrir ensemble. Alors... Ah, trop bien! Je viens de recevoir un service presse des éditions du Typhon. Là, j'ai reçu l'histoire de Mother Naked de Glenn James Brown. Les éditions du Typhon, c'est vraiment une maison d'édition que j'adore. Ils ont aussi une collection en poche où ils rééditent des textes un peu gothiques, un peu brumeux. Et l'histoire de Mother Naked, c'est un roman contemporain d'un auteur britannique, mais ça se passe au Moyen-Âge et d'après ce que je sais, c'est un roman, enfin en tout cas c'est un auteur de manière générale qui s'intéresse beaucoup aux classes sociales. Et là, il a choisi d'ancrer son récit dans le Moyen-Âge. Et donc, récit de Moyen-Âge plus discours un peu radical et un peu engagé sur la guerre des classes. Je pense que ça va vraiment beaucoup me plaire. En plus, le bouquin, il est vraiment super beau. Il y a même un petit rabat et tout. Et ça, je crois que ça vient tout juste de sortir, ou alors ça va sortir très prochainement. En tout cas, quand vous verrez cette vidéo, c'est sûr que ce sera dispo en librairie. Donc voilà, trop hâte de lire ça. Je vous parle aujourd'hui, nous sommes le matin de Noël en fait. On est jeudi 4 septembre et aujourd'hui sort le jeu vidéo Silksong. Dans ma bibliothèque où je tourne, d'habitude, il y a énormément de petites références à un jeu vidéo qui s'appelle Hollow Knight et c'est un de mes jeux vidéo préférés et aujourd'hui sort la suite
que on est très très nombreux et nombreuses à avoir attendu pendant très longtemps. Donc là, je vais sûrement disparaître dans un tunnel avec ce jeu. Et donc voilà, j'en profite. Là, je prends un petit moment pour vous parler de 2 ou 3 choses que j'ai lues ces derniers jours. Après les rushs précédents que vous avez vus, j'ai reçu un énorme colis des éditions Argile. Il y avait des trucs trop bien dans ce colis. Et donc j'espère vous en parler bientôt d'une façon ou d'une autre quand je les aurai lus. En revanche, j'ai terminé 2 livres là, 2 petites choses de la rentrée littéraire et je vais vous en parler maintenant. Il y a un de ces livres, ça a été une énorme claque. Il s'agit de Un taylorisme augmenté, critique de l'intelligence artificielle de Juan Sebastián Carbonell. C'est un livre que j'ai reçu un peu en avance de la part des éditions Amsterdam et j'étais trop contente parce que donc le sujet de ce livre c'est l'intelligence artificielle. Et je pense que comme tout un chacun, je m'inquiète un peu, je m'alerte et je réfléchis beaucoup à toute cette histoire d'intelligence artificielle et surtout aux intelligences artificielles génératives qui sont en train vraiment d'envahir notre quotidien. Et c'est vrai que c'est un truc, je sais pas si vous êtes au courant, mais même nous, en tant que créatrices de contenu, YouTube nous envahit vraiment avec les IA génératives. Par exemple, aujourd'hui, on a des réponses générées automatiquement pour répondre à vos commentaires. On a même, ça c'est une dinguerie, je me suis rendu compte de ça il y a pas longtemps, il y a maintenant un onglet de YouTube Studio qui nous suggère des idées de contenu, où l'intelligence artificielle analyse vraiment le contenu de notre chaîne, mais aussi ce que recherchent les personnes qui nous regardent. Et en fait, on a vraiment un onglet avec des propositions de vidéos, et l'IA peut nous générer un titre, une miniature, etc. Bon, ça a pas l'air encore très au point comme outil, mais voilà, c'est un peu badant à quel point tout métier aujourd'hui est, je pense, confronté à la question de l'intelligence artificielle. Et donc, à chaque fois que j'ai besoin de me faire une opinion sur quelque chose, ou à chaque fois que quelque chose me paraît complexe ou que je sais pas trop quoi penser, il y a toujours et invariablement quelque chose qui m'aide vraiment beaucoup, c'est la sociologie. J'aime la sociologie c'est la vie. Et donc l'auteur de ce livre, Juan Sebastián Carbonell, c'est un sociologue du travail et des relations professionnelles. C'est clairement pas du tout un amateur en termes de méthode et en termes de bagage, parce que c'est quelqu'un qui est chercheur à l'EHESS. Et donc dans ce livre, il propose vraiment une sorte de synthèse de énormément de recherches en sciences sociales, y compris très récentes, sur l'intelligence artificielle, mais surtout sur son impact sur le monde du travail et sur ce qu'elle produit sur les corps. Et il place en fait le développement de l'IA comme une technologie en fait parmi d'autres qui s'inscrit dans un certain type d'organisation sociale. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, la raison pour laquelle je value beaucoup ce livre, c'est le fait que il effectue un cadrage qui permet vraiment de dépasser la posture un petit peu morale et très individualisante qu'on voit beaucoup autour de l'intelligence artificielle, qui consiste par exemple à juste taper sur des randoms qui utilisent l'IA pour générer des images. En fait, il dépasse cette perspective très morale et très individuelle pour vraiment décrire très factuellement les intérêts économiques et politiques derrière la promotion et le développement des intelligences artificielles et surtout leur impact sur l'organisation du taf. Et voilà, c'est super intéressant, c'est super bien mené. Quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est que l'auteur il va vraiment repréciser énormément de choses sur la sociologie du travail et sur la façon dont on a théorisé l'organisation du taf, et il replace aussi la lutte contre l'intelligence artificielle dans tout un historique de lutte contre la taylorisation et globalement contre toutes les formes d'exploitation et de dépossession, j'ai envie de dire. Et voilà, pour ça, il va vraiment prendre plein d'exemples et s'attacher à plein de choses très précises, par exemple l'impact de l'intelligence artificielle sur le métier des traductrices. Il va montrer qu'il n'existe pas de taf qui est à l'abri de la taylorisation et que tout taf aussi cognitif et aussi créatif soit-il, par exemple la traduction, par exemple la médecine, par exemple le dessin, en fait tous ces tafs, personne n'est à l'abri parce que on peut toujours découper les choses en petites tâches et en petites exécutions, en petits raisonnements. Et il remet, je trouve, aussi beaucoup en question les discours qu'on peut entendre sur l'intelligence artificielle, qui la présente comme quelque chose de complètement inévitable, de nécessaire, et que s'y opposer, ce serait une forme d'obscurantisme. Parce qu'en parlant d'organisation du travail et des ressources, en fait, on voit bien que une technologie, elle se répand et elle est promue parce qu'elle sert les intérêts des classes qui s'accaparent les ressources.
Il y a une citation de l'intro qui résume très bien le parti pris du livre. La perspective défendue ici est une invitation à repolitiser la technologie. La technologie n'est pas politique sous certains aspects, son usage par exemple. Elle est politique en soi. Or, ce qui est un progrès pour les uns peut être un recul pour les autres. Bref, là je vous en parle très vite fait et j'espère le faire de manière un peu plus construite bientôt. Mais très très grand coup de cœur et excellente sortie là pour la rentrée littéraire. Ça coûte 13 €, ça fait moins de 200 pages. Donc si le sujet et si la socio vous intéresse, je vous le conseille plus. Et ensuite, je vous en parle très brièvement parce que c'est un texte qui est assez bref. J'ai lu le nouveau livre de Aurélie Olivier, Cordon tombe, qui est sorti aux éditions du commun. Encore une maison d'édition indé que j'adore. Aurélie Olivier, c'est une autrice dont j'avais adoré le premier livre, qui est un recueil de poésie en prose qui s'appelle Mon corps de ferme. J'en avais parlé assez longuement dans une vidéo que je vous mets quelque part par ici. Je sais toujours pas c'est de quel côté. Ici aussi, c'est plus un seul long poème en prose. Et le truc, c'est que si on a que la couverture, la 4e de couverture, je trouve que le sujet, il est pas forcément très clair et très évident. Mais moi, je savais avant de l'ouvrir, et donc je vous le dis, que c'est un texte qui parle du déni de grossesse. L'autrice elle-même, elle est née suite à un déni de grossesse. Et donc, c'est un sujet qui m'a tout de suite frappée, qui m'a intéressée parce que quand on y pense, il me semble que c'est un sujet qui est quand même extrêmement tabou. Et en tout cas, j'ai l'impression qu'il est très peu traité en littérature. Je crois que j'ai jamais lu de littérature vraiment qui parlait de déni de grossesse. Ce qui est assez fou parce que c'est quelque chose qui, en France par exemple, concerne vraiment toutes les classes sociales et toutes les couches de la population. Chaque année, il y a à peu près 300 bébés en France qui naissent d'un déni de grossesse total. Chaque année, en France, il y a 300 femmes qui apprennent que, bah voilà, madame, vous allez accoucher là maintenant, en fait. Ce qui doit être une expérience quand même extrêmement, que moi je trouve extrêmement perturbante et un peu terrifiante quand même. Et donc, comme dans son précédent poème, ce que j'aime beaucoup, c'est que l'autrice, elle a vraiment une approche qui est très sensible et qui est très incarnée de son sujet parce que, évidemment, ça la touche de près. Mais elle va vraiment utiliser cette forme de la poésie en prose pour faire des ponts poétiques et politiques entre son vécu très personnel et des dynamiques qui sont beaucoup plus systémiques. Et donc là, son poème, il parle autant des silences autour de sa naissance, de sa famille, etc., que de la fondation en France des plannings familiaux, de l'avortement, parce que, et il me semble que c'est extrêmement juste, elle met en lien la question du déni de grossesse avec celle de l'accès à la contraception et plus généralement du droit des femmes à disposer de leur propre corps. Pendant ce mois, rue de Siam, rue Jean Jaurès, je regarde obsessionnellement les ventres proéminents et les femmes poussant une poussette. Je calcule la place que prendrait un lit de bébé dans mon studio en coloc avec la mérule. Quand, pour me donner un peu de hauteur, je demande à la gynécologue du planning familial qui vient de m'examiner pourquoi toute cette attente, elle m'explique sans ciller que sa discipline est la parente pauvre de la médecine. Si, en 1960, les plannings familiaux n'avaient pas ouvert dans l'illégalité, si, en 2005, je n'avais pas été étudiante dans une grande ville équipée, elles se parlent dans la voiture, sur le chemin, avec d'autres, des congés parentalité qui manquent, du suicide, première cause, avant l'hémorragie de la délivrance, de mortalité des mères. Donc j'ai bien aimé le texte, mais je pense un petit peu moins que le précédent parce que, en fait, là, comme je vous le disais, le sujet, je trouve qu'il n'est pas évident de prime abord, dans le sens où il n'est pas très clair. Et de manière générale, je trouve qu'il y a beaucoup de strophes et beaucoup de choses qui ne sont pas très claires et qui ne sont pas très évidentes. J'ai trouvé ça un petit peu trop cryptique peut-être, et pas aussi accessible que Mon corps de ferme. Malgré tout, ça reste une autrice que je suis avec énormément d'intérêt. Et je lirai chacune de ses propositions, ça c'est sûr et certain. Bon voilà, je sais pas trop ce que ça va donner niveau lecture les prochains jours parce que je risque d'être pas mal happée par un jeu vidéo. En tout cas, j'espère que ça va me happer parce que j'espère que ce sera trop bien. Et on se reparle très vite.
Bon, comme prévu et comme c'était prévisible, je suis totalement tombée dans un tunnel. Le jeu est trop bien, il est magnifique. Il est très difficile par contre, donc je ne vous le conseille pas du tout si vous n'avez pas joué à Hollow Knight ou à des autres jeux un petit peu hardcore. Là, il y a des phases où vraiment je pleure du sang, mais j'adore ça et en plus c'est vraiment une aventure collective parce que j'ai plusieurs de mes proches qui sont en train de le faire en même temps, alors on s'envoie des messages, des vocaux, on se fait des petits débriefs, etc. On se chante les chansons des personnages et j'ai même un de mes meilleurs amis qui a commencé à remixer nos voix en train de chanter une des chansons du jeu. J'ai les meilleurs amis du monde. Bref, mais je viens vous dire que j'ai quand même lu malgré tout. Et là, il y a 3 choses en fait dont je voulais vous parler. Déjà, j'ai lu un petit livre qui m'a été envoyé par Argile. Ça s'appelle Restart de Katia Lanero Zamora. C'est une autrice belge. En gros, le livre, c'est vraiment un épisode de Black Mirror dans lequel on va s'intéresser à un village, enfin une petite communauté très sectaire où tout est pensé autour de la beauté et de la perte de poids. Il y a que des femmes dans ce village et elles ont une hiérarchie très rigide et tout un... Coucou Buster. Vous ne le voyez pas mais Buster vient inspecter ce que je fais et je pense qu'il va apparaître dans le cadre à un moment. Donc il y a que des femmes dans ce village et elles ont une hiérarchie très rigide et tout un programme alimentaire, sportif et même chirurgical qu'elles doivent suivre voilà, dans le but d'être très belles et très minces. Donc voilà, grosse dystopie sur les standards de beauté, sur la pression sur les corps des femmes et sur la grossophobie. Il y a toute une partie qui est assez frontale sur le postpartum et sur la pression horrible et hyper douloureuse qui est mise sur les corps après l'accouchement. Mais bon, honnêtement, je suis pas emballée, j'ai trouvé ça extrêmement scolaire et très convenu. Le discours sur tout ça, sur la pression sur les corps, sur la grossophobie et tout, je l'ai trouvé vraiment mais basique de fou en fait. C'était pas très renseigné et pas très intéressant je crois, alors que voilà, c'est un sujet sur lequel il y a quand même beaucoup de livres, beaucoup de recherches, beaucoup de contenus et de trucs très intéressants. Même en science-fiction d'ailleurs, il y a les nouvelles de Meg Ellison dont j'ai déjà parlé sur la chaîne qui sont incroyables. Et même juste en matériaux pour penser les choses, là dernièrement par exemple j'ai repéré un truc que j'ai trop envie de lire qui s'appelle Fearing the Black Body, The Racial Origins of Fat Phobia de Sabrina Strings. C'est de la sociologie, l'autrice elle a gagné de nombreux prix pour ses travaux et donc je crois que même quand on écrit de la fiction, ça vaut le coup de se pencher sur ce genre de choses et là l'autrice en fin d'ouvrage, elle a mis des références et c'est par exemple, il y a un livre de Mona Chollet où il y a des bouquins vraiment très psychologisants et des trucs de nutrition sur les troubles du comportement alimentaire. Bon, ça se lit très bien, nonobstant, c'est très bien exécuté, mais c'était franchement pas une grosse réussite pour ma part. Mais sur une note beaucoup plus positive, même si je me dis que c'est quand même cool les vlogs, parce que comme ça, je vous parle aussi de choses qui ont moins bien marché pour moi, et je vous explique pourquoi. Et je me dis que ça, c'est quand même un exercice intéressant, mine de rien. Mais donc sur une note beaucoup plus positive, je vous parle très rapidement des 2 livres de la rentrée littéraire que je suis en train de lire et qui, là pour le coup, m'enthousiasment vraiment énormément. Le premier dont je vous parle, c'est Model Home de River Solomon, qui a été traduit de l'anglais par Francis Guévremont. Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, j'ai beaucoup réfléchi à toutes ces histoires de traduction, parce que le bouquin sur l'intelligence artificielle, il parlait de la traduction, et entre-temps, je me suis mis à follow un peu des collectifs de traductrices, et je me suis dit que dans mes vidéos, je ne citais pas les traductrices, alors que c'est des personnes extrêmement importantes qui font un travail créatif essentiel et très précis. Enfin bref, maintenant je vais essayer de vraiment me forcer à citer les traductrices, et je vous invite à faire de même d'ailleurs si jamais vous créez du contenu, parce que je pense que c'est vraiment super important. Et je me trouve un petit peu stupide de pas l'avoir fait jusqu'ici, mais voilà, ma foi,
il n'est jamais trop tard pour changer. Donc River Solomon, c'est une excellente auteurice non-binaire, noire, états-unienne, qui écrit de la SF horrifique et dont j'avais adoré un des précédents recueils de nouvelles qui s'appelle Soif de sang. Et donc Model Home, c'est son nouveau roman et on nous dit en 4e de couverture: dans la parfaite petite banlieue de Oak Creek au Texas, il fait bon vivre quand on est blanc. Et donc en lisant ça, on se dit qu'on va vraiment lire quelque chose sur une petite banlieue résidentielle et sur le racisme que vit une famille noire qui s'installe dans cette banlieue qui est vraiment très blanche. Et en fait, effectivement, le récit parle de ça. Mais pour moi, c'est surtout un incroyable livre. Si vous aimez les Weird Women, si vous aimez les romans fantastiques qui parlent vraiment de cette frontière floue entre le réel et la folie, et qui parlent aussi de dissociation, de trauma, de choses comme ça, ça, c'est vraiment un roman pour vous. Un livre qui parle vraiment qui revisite ce truc de la maison hantée, qui est bien souvent un motif et quelque chose qu'on utilise pour parler de violence intrafamiliale, pour parler de trauma dans l'enfance, et donc de choses qui nous hantent. Et donc voilà, moi c'est des motifs qui m'intéressent énormément. Là je trouve que vraiment le livre, il est hanté quoi. Franchement c'est un des trucs, je pense, les plus perturbants que j'ai lu cette année, donc attention, je vous préviens, mais c'est vraiment vraiment très 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 glauque. Et c'est donc un récit de fantômes et de maisons hantées, mais qui parle en réalité vraiment de violences et de violences très diverses. Et surtout, en fait, je me suis fait la réflexion que c'est vraiment un bouquin qui tire à boulet rouge sur la famille nucléaire, et sur la famille nucléaire comme vraiment une cellule de reproduction des violences sociales, et surtout une cellule de violence contre les enfants et contre les femmes et les personnes queer. Donc voilà, je trouve ça absolument excellent. Le seul problème, c'est que ça intervient à un moment où, avant de faire cette vidéo, j'ai vraiment enchaîné des livres avec des thématiques très lourdes et qui parlaient de trauma, de dissociation, de choses comme ça. Et donc là, ce livre-là, il parle de ça aussi, mais d'une manière vraiment très... Ah, tu fais des cauchemars après, quoi. Enfin, vraiment, je vous préviens, si vous voulez le lire, c'est dense, quoi. Et donc voilà, là je suis un peu moins de 100 pages de la fin, mais je le lis vraiment avec parcimonie et très doucement parce que faut le temps de l'absorber quoi. Et donc dans l'intervalle, j'ai commencé à lire et je l'ai quasiment déglingué. Je suis vraiment... Ouais, pareil, je suis un petit peu moins de 100 pages de la fin. Je suis en train de dévorer le livre que vous m'avez vu recevoir des éditions du Typhon, qui s'appelle L'histoire de Mother Naked de Glenn James Brown. C'est un livre qui a été traduit de l'anglais par Claire Charrier, et là c'est encore plus important de le préciser parce que en fait on doit tout simplement le fait d'avoir des versions traduites en français de cet auteur à cette traductrice qui aimait beaucoup le travail de Glenn James Brown, et en fait elle avait contacté les éditions du Typhon pour les convaincre de traduire le premier roman de l'auteur qui s'appelle Ironopolis. Apparemment c'est un roman ouvrier critique du thatchérisme que j'ai trop envie de lire du coup, et donc c'est grâce à elle qu'on peut aujourd'hui lire en français cet auteur qui a vraiment grandi dans la campagne au nord de l'Angleterre et qui qui incarne un peu cet esprit assez rebelle et assez contestataire du monde rural de l'Angleterre dans cette région. Et donc l'histoire de Mother Naked, ça se passe au Moyen-Âge, vraiment dans la région dans laquelle il a grandi. Et il a fait énormément de recherches pour l'écrire et pour le situer à une époque du Moyen-Âge très précise, qui est marquée à la fois par la peste de 1350, du milieu du XIVe siècle, donc la peste qui a fait énormément de morts, qui a traumatisé tout le monde, etc. Ça se passe grosso modo à un moment qui est marqué par ça et qui est marqué par des révoltes paysannes menées par un certain Walt Tyler. Et donc ça se passe à un moment où il y a vraiment une grande tension entre les classes populaires qui sont vraiment asphyxiées et qui commencent à réclamer des droits, et la classe dirigeante qui essaie tant bien que mal de maintenir le statu quo. C'est vraiment une sorte de roman médiéval punk, mais quand je dis ça, on a l'impression que c'est... en termes de langage, si vous voulez, le style du roman, il reproduit vraiment très bien un style oral médiéval qui est super agréable à suivre. Il y a un dispositif narratif super intéressant parce que, en fait,
tout le roman, c'est un discours oral. Donc le style, il est très oratoire, mais d'une manière extrêmement fleurie et un petit peu distinguée comme ça. Mais c'est très punk dans l'énergie parce que voilà, c'est vraiment un pamphlet contre les puissants et parce que on a aussi toute une peinture anticléricale qui montre bien comment au Moyen-Âge, à cette période, la religion et surtout évidemment la foi chrétienne et le clergé, c'était des choses qui étaient utilisées, instrumentalisées par les puissants pour maintenir les paysans dans la servitude. On a une description aussi qui est hyper poignante et hyper incarnée de l'organisation sociale et donc du système des serfs et des paysans et de tout ce que ça produit sur les corps. Enfin, c'est horrible et c'est hyper poignant. Mais en même temps, il y a un souffle de révolte il y a un côté vraiment irrévérencieux, en fait, dans le bouquin. Donc voilà, je suis complètement sous le charme et j'ai réussi à quand même le dévorer, mine de rien, alors que j'étais hyper prise par Silksong et par un jeu vidéo qui est archi stimulant. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un signe. Et là, rien que de vous en parler, j'ai qu'une hâte, c'est de me replonger dedans. Donc voilà, ces 2 romans pas terminés, mais que je recommande 1000 fois. Voilà. En fait, quand bien même les 100 dernières pages deviendraient nulles, ce qui me semble assez peu probable, là, tout ce que j'ai lu, c'est trop bien, trop intéressant et très... En fait, c'est très Margarito Corps. Si vous prenez ces 2 choses-là, maison hantée, trauma, dissociation, fantastique, et médiéval corps, charge contre les puissants, voilà, franchement, c'est vraiment mes goûts littéraires in a nutshell. Merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog. Je vous souhaite un bon mouvement social. Je ne sais pas quand cette vidéo paraîtra, mais voilà, SVP, faisons la révolution. N'hésitez vraiment pas à me dire si ce format vous a plu parce que... c'est pour vous, en fait. Donc, si jamais c'est pas très intéressant ou pas très réussi, je préfère que vous me le disiez pour que j'en refasse pas. Donc, vraiment, faites-moi savoir ce que vous en pensez. N'oubliez pas que vous avez moins 20% sur Recyclivre avec mon code Margarito. Si jamais vous voulez vous acheter 2 ou 3 choses, et encore un grand merci à eux de me soutenir. Et voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.